de fragilité. Ici, au contraire, on avait l'ascension, en tout cas, d'un personnage appartenant à l'identité juive jusqu'au pouvoir et dans la forme suprême, peut-on dire, d'un pouvoir, à savoir la position d'un Premier ministre en Angleterre à l'époque où ce pays est en fait un empire. Alors pourquoi je voulais en reparler aujourd'hui? Peut-être un peu pour... parce que dans l'actualité tout à fait récente, il y a évidemment la question du Brexit, évidemment la question de la position de l'Angleterre par rapport à l'Europe, la question des accords politiques et commerciaux bilatéraux, soit avec les États-Unis, soit avec les pays du Commonwealth, avec la personnalité contestée et troublionne de Boris Johnson, dont vous savez son surnom est Bojo, et au cours de l'entretien, vous verrez que l'Israéli a été, enfin je le citerai à un moment donné dans le séminaire, Israéli aussi avait un nickname, à savoir Didzi. Voilà, ceci étant dit, voilà, je trouve intéressant de comparer les deux personnages et comparer aussi, enfin, sans faire un séminaire de politique comparée parce que c'est pas ma formation, mais de regarder à presque un siècle de distance ce que comment la fonction de Premier ministre avait évolué et surtout comment l'Angleterre avait évolué ou pas, ou resté fidèle à des principes de souveraineté nationale qu'elle avait vraisemblablement fait valoir aussi face à l'autorité européenne. Voilà en guise d'introduction. Alors, Benjamin Disraeli naît à Londres en 1804. Il est d'origine juive italienne. Il a un grand-père qui est originaire de Ferrare, qui a tenté de faire des affaires à Venise. Et comme il considérait que l'Angleterre était un pays en développement économique et industriel plus intéressant, il a décidé d'émigrer à Londres. Et c'est un personnage qui restera très attaché à sa culture italienne et je dirais à une certaine idée d'une splendeur vénitienne. Alors, c'est un homme assez original parce que c'est quelqu'un qui veut venir vendre au départ des chapeaux de paille dans un pays où il pleut toute l'année, puisqu'il est en Angleterre. Et c'est un homme qui épouse en secondes noces une femme juive italienne comme lui, mais qui est issue d'une famille sfarade assez célèbre, qui est la Villa Reale. Cette femme a une dot confortable. Le grand-père de Disraeli va développer des activités en bourse qui vont réussir et ça va lui permettre d'amasser une fortune confortable. Comme je disais, c'est un homme qui est gai, qui est indulgent, qui a épousé une femme qui va en fait toute sa vie regretter d'être juive et de ne pas être issue d'un milieu catholique. Alors selon ce qu'on trouve dans le livre d'André Mauroy, qu'il a consacré à Disraeli, on trouve des choses anecdotiques où le grand-père joue de la mandoline, il cuisine très bien des macaronis et comme je le disais, il garde des souvenirs de la splendeur vénitienne. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que chez son petit-fils, qui porte d'ailleurs le prénom de son grand-père, on trouvera aussi, pour des raisons très différentes, mais une fascination pour la splendeur, pour la grandeur, pour tout ce qui est chatoyant, pour tout ce qui a de l'éclat, pour tout ce qui contribue à faire de l'existence, je dirais, une fête ou un cortège. Comme je le disais, sa femme est au contraire ulcérée d'être née dans la religion juive et malgré les récriminations de son épouse, le grand-père ne quittera
il restera à l'écart de la communauté juive à Londres, mais jamais il ne s'effacera des registres de cette communauté. Le couple aura un fils dénommé Isaac, qui est le père de Benjamin Disraeli. C'est comme son fils, parce que c'est une donnée chez les Disraélis. Isaac Disraeli, c'est un enfant rêveur, c'est un jeune homme poète qui sera très influencé par les idées de la Révolution française. Il sera très influencé par les idées de Jean-Jacques Rousseau, à savoir que la richesse, la civilisation corrompt la nature humaine qui au départ est saine et non, comment dirais-je, non altérée. Il écrira un poème contre le commerce qui corrompt la nature humaine. Donc, effectivement, c'est très inspiré par des accents rousseauistes. Et c'est un homme qui, en fait, passera sa vie à la bibliothèque du British Museum. Il va consacrer son existence à récolter des tas d'anecdotes sur la vie littéraire britannique et londonienne. Il va publier l'ouvrage. L'ouvrage sera d'ailleurs remarqué par Byron, qui en fera une critique élogieuse. Comme le livre a un certain succès, ça va lui permettre, ça va lui assurer un confort financier et ça va lui permettre de passer ses journées au British Museum sans avoir d'activité professionnelle proprement dit, et délègue l'éducation de ses enfants à son épouse, qui est elle aussi une juive italienne, mais qui est une femme plus plaintive, plus inquiète, qui a des problèmes de santé et qui s'occupera, je dirais, tant bien que mal de la vie quotidienne à la maison et de l'éducation des enfants. Benjamin Disraeli est le premier fils de ce couple. Avant lui, il y a une fille aînée dénommée Sarah. Il a deux autres frères avec lesquels il entretiendra des relations assez distantes. Et donc, c'est une constellation familiale où il y a un père absent qui n'assume finalement aucune obligation ou contrainte éducative par rapport aux enfants, et une mère qui survit ou qui, comment dirais-je, mène une existence plaintive en fonction des difficultés qu'elle rencontre. Alors, il y a une chose importante dans la, je dirais, dans la mythologie, ou en tout cas dans les valeurs fondatrices chez Benjamin Disraeli, et qui sont transmises par son père Isaac. C'est la figure du roi martyr de Jacques Ier, donc qui est décapité par Cromwell, et ça va laisser chez Disraeli un sentiment de loyauté, je dirais, inaltérable à l'égard du pouvoir royal, de la fonction royale. Disraeli a une éducation non seulement sans beaucoup de contraintes, mais c'est un enfant qui ne sera jamais inscrit dans les collèges prestigieux de l'aristocratie ou de la bourgeoisie londonienne de son époque. Il est inscrit dans un établissement, mais comme c'est un adolescent ou un enfant qui est plutôt pâle, avec des cheveux, des boucles noires, donc il est confronté à ses congénères blonds, grands, athlétiques, et comme c'est un enfant livré à lui-même et limite son père, c'est-à-dire il lit beaucoup dans la littérature, dans la bibliothèque paternelle, donc c'est un enfant qui se distingue très très tôt par un vocabulaire et une culture bien plus développée que les enfants de son âge. Et évidemment, ça créera évidemment les premières tensions et les premières exclusions de l'enfant. En 1813, le père de Disraeli souhaite prendre ses distances par rapport à la communauté israélite, qui en fait voulait lui proposer le poste de président. Et un ami lui suggère finalement, pour
pour assurer à ses enfants une réussite sociale plus importante dans la société à l'avenir, cet ami suggère au père de convertir les enfants à l'anglicanisme. Et Benjamin Disraeli sera converti à l'âge de 13 ans. Parce qu'à l'époque, les juifs et les catholiques ont très peu n'ont quasiment pas de droit civil. Et est-ce que c'est cette conversion qui laissera chez Disraeli oui, qui fera que le père du Disraeli, comme cette conversion est finalement très fraîche, est-ce que c'est ça qui fera que Isaac Disraeli n'inscrira jamais son fils dans des écoles prestigieuses? Disraeli n'ira jamais à Oxford ou à Cambridge, ou n'ira jamais dans des collèges comme Eton, qui sont réservés à l'aristocratie, mais est-ce que c'est cette conversion récente qui a fait qu'il n'a jamais fréquenté les institutions réservées à l'establishment? Et est-ce que ça laisse chez Disraeli ce qu'on retrouve plus tard, c'est-à-dire un sentiment très aigu de reconnaissance, de renommée éclatante, de pouvoir qui aurait germé à partir de cette exclusion ou cette mise à l'écart précoce. Alors, comme je disais, il a une éducation assez chaotique, hein. Il lit beaucoup, alors il est conscient de son ignorance, c'est un enfant qui se rend compte de ses lacunes. Alors, à l'époque, il conçoit des projets grandioses, il se passionne pour les sociétés secrètes parce qu'il a l'impression que c'est ça qui dirige le monde. Il est passionné par la hiérarchie religieuse. Son père est assez dubitatif par rapport à ces sujets d'intérêt. Alors néanmoins, il faut quand même que ce jeune homme fasse une carrière, donc il est engagé comme employé dans un cabinet d'avocats à Londres, un cabinet assez prestigieux, ce qui va lui permettre de voir défiler une quantité impressionnante de représentants de la société londonienne et de brasser toute une série d'affaires, ou en tout cas de les voir défiler dans le cabinet. Son père, qui pressent le caractère impatient chez son fils, lui suggère quand même la patience nécessaire pour voir réaliser des projets dans la vie. Et alors, est-ce qu'il y a une crainte du père par rapport à la précipitation du fils qui serait contrecarrée par évidemment sa naissance ou ce qu'on appelle à l'époque sa race et son acceptation dans une société d'establishment? Comme c'est un jeune homme timide, il cache cette timidité par un cynisme protecteur. Alors, il s'inspire du personnage de Brummel, c'est-à-dire du dandy. Alors, qu'est-ce que c'est le dandy en Angleterre? C'est quelqu'un qui brave finalement l'arrogance de l'establishment, puisqu'il n'en fait pas partie. Donc, à l'époque, Disraeli se distingue par son extravagance vestimentaire. Il porte du velours noir, des manchettes en dentelle, des bas de soie à ruban rouge. Et un jour, la fille d'un des avocats lui dit « Mais vous ne devez pas faire ce métier, vous avez bien trop de génie pour rester ici. » Alors, à l'époque, chaque fois que Disraeli est dans une hésitation, alors il part faire un voyage. Il part en Allemagne avec son père, qui à l'époque est évidemment la terre privilégiée du romantisme. Et Benjamin assurera pleinement cette nature romantique. Alors, de façon semblable à sa mère, les tourments psychiques chez Disraeli se trouvent surtout par des malaises physiques, des maux de tête, des aigreurs d'estomac. Néanmoins, qu'est-ce qu'il a comme projet à l'époque? Évidemment, il a envie de faire fortune, et il avait... Lors de son passage, lors de ce cabinet, il a vu défiler beaucoup de gens qui spéculaient en bourse. Et à l'époque, il y a des mines en Amérique du Sud qui sont exploitées par les Espagnols, et que
alors que la Grande-Bretagne soutient la révolte des ouvriers contre les propriétaires, et beaucoup de gens achètent des actions, pensant qu'effectivement, cela va monter. Donc, Disraeli va rameuter toute une série de gens pour investir de l'argent. Il va même écrire un ouvrage où il explique l'opportunité d'investir. Et un autre projet qu'il anime à ce moment-là, c'est de créer également une revue littéraire qui concurrencerait un journal déjà existant qui est appelé à l'époque le Quarterly Review, qui est en fait le journal qui est dirigé par le gendre de Walter Scott. Et donc, il va d'ailleurs aller en Écosse et rencontrer Lockhart, qui est le gendre de Walter Scott, qui est le rédacteur en chef de cette revue, et va formuler des tas de projets. Alors, il rentre à Londres tout à fait, alors qu'en fait, rien n'est décidé, rien n'est fixé, tout est, je dirais, encore dans les cartons. Il fait grand bruit de ce projet, alors d'autres, son éditeur lui reproche d'ébruiter quelque chose qui n'est pas encore ficelé. Il a des remarques de certains écrivains vraisemblablement jaloux et qui sont curieux de l'attention que l'éditeur porte à ce jeune homme de 20 ans. Et puis voilà qu'au même moment, il y a un crash boursier sur les valeurs américaines. Le cours des actions minières dégringole. Disraeli va perdre et va faire perdre aussi à ses investisseurs une somme de 7 000 livres sterling. Alors en comparaison, à l'époque, le revenu moyen d'une famille aisée par an est de 2 000 livres sterling. Ce qui veut dire qu'à partir de 20 ans, jusqu'à pratiquement l'âge de la maturité, Disraeli sera constamment pourchassé par des créanciers et mettra la moitié de sa vie à rembourser ses dettes. C'est un homme qui sera, notamment dans les campagnes électorales qu'il devra faire pour accéder au pouvoir, il sera obsédé et parasité par l'idée qu'on puisse faire revenir à l'avant-plan, évidemment, la gestion désastreuse de ses affaires financières, et ce qui ferait évidemment vaciller sa carrière politique. Alors, comment il fait face à ça? Il écrit un roman autobiographique qui porte le nom de Vivian Grey. Et en fait, c'est un roman qui raconte son histoire. C'est quelqu'un qui est victime de ses origines sociales, qui est victime de sa naissance, qui, comme lui, est blessé, meurtri par des déceptions, qui part à l'étranger. Alors, il s'est inspiré évidemment de toute la société britannique qu'il a vu défiler dans ce cabinet d'avocats. Néanmoins, l'ouvrage est publié. Il a un certain succès, on trouve que c'est un ouvrage assez spirituel, et puis il y a une indiscrétion et le nom de Disraeli sort, et bien évidemment tous les gens qui se sont retrouvés dans le roman se sentent trahis et sont outrés de l'insolence ou l'outrecuidance de ce jeune homme, de les avoir croqués et je dirais, tiré en satire dans cette publication. Et à l'époque, la critique dira, on parlera de la comique prétention d'un auteur qui ne possède pas la distinction qu'il prétend affecter. Et pour la seconde fois, il part en voyage en Italie avec un couple d'amis de ses parents qui sont en fait des voisins. Alors, ce que Disraeli va développer dans sa jeunesse, en tout cas jusqu'à son mariage, alors il va développer des relations triangulaires, c'est-à-dire qu'il va avoir très souvent des relations avec des femmes mariées. Il part en voyage avec un couple et puis il a une relation avec la femme du couple qui vraisemblablement avait déjà d'autres relations que son mari, mais il sera très souvent inscrit dans des chassés-croisés amoureux, je dirais au mépris de
la bienséance ou de la bien-pensance, oui, de la société. Oui, de la société londonienne qui effectivement n'est pas exempte de, je dirais, de travers ou d'hypocrisie, mais il sera très souvent inscrit dans ce genre de situation. Il rencontre un autre écrivain à l'époque, un certain Edward Lytton Bulwer, qui est marié avec une très jolie femme, et cet homme l'introduit dans la société anglaise. Alors, à la fois, il se fait remarquer par son extravagance vestimentaire, il porte un gilet jaune, il a une conversation brillante, il a une attitude spirituelle, cynique, et il observe les couples de ses contemporains, et il dira à propos de ce couple, le couple Bulwer, il se dira, en fait, dans la vie, il ne faut jamais faire de mariage d'amour parce que le grand amour ne résiste pas au quotidien. Il rentre parfois au Parlement, il assiste aux débats, il écoute les orateurs célèbres à l'époque, qu'il retrouvera plus tard dans sa carrière, les dénommés Canning, Peel, c'est-à-dire les conflits entre les conservateurs et les libéraux par rapport à les conflits religieux en Irlande, ou bien les questions économiques, de savoir s'il faut adopter une politique de libre-échange ou au contraire des lois protectionnistes. Il rentre certains soirs mélancolique et en ruminant sur sa propre médiocrité, et il décide de faire un voyage, il décide de partir en Orient, ou en tout cas ce qu'on appelle à l'époque l'Orient, c'est-à-dire le territoire qui appartient à l'Empire ottoman, mais son rêve en fait c'est d'aller à Jérusalem, et il s'arrêtera en Espagne, en Grèce, en Turquie avant d'arriver à Jérusalem. Il part avec le fiancé de sa sœur. Et là, dans ces différentes étapes, notamment à Gibraltar, il intrigue les officiers par sa tenue, son extravagance, il change de costume matin et soir. Il visite l'Alhambra à Grenade, il dira ceci est mon palais. À Malte, il rencontre un personnage qui est un aventurier. Il quitte l'île, il est déguisé en pirate, il a une chemise rouge, il porte des ceintures à pistolet avec des poignards, il a des bijoux, il porte des sarouels. En Turquie, il découvre l'indolence orientale, la paresse, le luxe, les couleurs, les odeurs, il fume le narguilé. Et à Jérusalem, il est fasciné par l'aridité du paysage, par les tribus nomades. Et en fait, voilà, il fantasmera surtout sur une ancienne splendeur biblique, ce qui lui permet aussi de construire la conviction qu'il appartient à une nation rayonnante face à la conviction de la nation anglaise. Il visite le Saint-Sépulcre, et pour lui, il assimile le Christ à un jeune prince hébreu. Il considère que la chrétienté est finalement l'aboutissement du judaïsme, la continuité du judaïsme. Il visite les tombeaux des rois d'Israël. Tout ça lui donnera de la matière littéraire pour écrire un roman qui est consacré à David Elroy, c'est-à-dire ce prince juif de l'Empire ottoman qui sera pris entre l'hésitation de créer ce qu'on appellerait un foyer national juif, ou au contraire rester dans la multiplicité ethnique de l'Empire ottoman. Et puis, lors de son séjour en Égypte, survient un événement difficile, c'est-à-dire que son compagnon de voyage, le fiancé de sa sœur, meurt de la petite vérole. Donc, il est extrêmement culpabilisé de cet événement, parce que c'est un jeune homme quand même inconsistant, influençable, et il ne se pardonnera pas peut-être d'avoir négligé le fiancé de sa sœur. Et il rentre en Angleterre, mais avec une vision du monde que ce voyage lui aura forgé, c'est-à-dire
il observe cette espèce de confusion, de prolifération de peuples et de cultures différentes au sein de l'Empire ottoman, la multiplicité des intérêts. Il considère que pour gouverner ça, il faut une main ferme. Il n'y a que cette manière, enfin, il faut une autorité ferme pour gouverner cet empire, ou en tout cas cet ensemble. Alors, il faut rapporter ça, évidemment, dans l'époque où, même au début du 19e siècle, on commence à considérer qu'effectivement, l'Empire ottoman est le malade de l'Europe, c'est-à-dire que c'est un empire qui commence à entrer en déliquescence. Et effectivement, dans les provinces reculées que sont l'Égypte et la Palestine par rapport à Constantinople, on sent très bien le délabrement des infrastructures et la déliquescence du pouvoir central dans ces contrées. Donc, animé par cette envie de marquer son époque et d'avoir du pouvoir, il n'y a qu'une seule manière, il faut se faire élire. Alors, à l'époque, le système électoral fonctionne de la façon suivante en Angleterre, ou bien vous êtes membre de l'aristocratie et le jour de votre majorité, vous avez un accès naturel au débat parlementaire, ou bien vous devez vous faire élire. Et à l'époque, il y a plusieurs façons de se faire élire. Vous pouvez être ce qu'on appelle un député des comtés, mais vous devez vous faire élire par les propriétaires terriens, ce qui suppose acheter leur vote, flatter vos électeurs, ce qui demande, c'est-à-dire organiser toute une campagne électorale, ce qui à l'époque demande beaucoup d'argent. Ou bien vous pouvez être député d'un bourg, c'est-à-dire d'une petite entité urbaine. Tous les bourgs ne sont pas représentés et il y a des représentations arbitraires et aléatoires qui ne correspondent pas à la représentativité réelle de la population dans un bourg. Il y a ce qu'on appelle les bourgs pourris, c'est-à-dire les bourgs qui ne comptent qu'un seul représentant, avec une possibilité d'alternance de pouvoir quasi inexistante. Il y a des bourgs dans lesquels seuls les propriétaires terriens votent. Et puis, il y a ce qu'on appelle les bourgs ouverts, c'est-à-dire les bourgs qui sont ouverts à l'argent, mais où le candidat, contre rémunération, est obligé d'acheter ses électeurs. Ajouter à ça le fait que le gouvernement en place possède beaucoup, ou en tout cas le ministère possède des immeubles dans certaines contrées, donc c'est le gouvernement qui achète ses électeurs. Donc, encore une fois, la question du renouvellement ou de l'alternance du pouvoir est très compliquée. Donc, vous devez appartenir à un parti pour pouvoir vous faire élire. Alors, quelle est la situation sociale à l'époque, au moment où Disraeli se lance en politique, après les conquêtes napoléoniennes et la défaite de Waterloo en 1815, l'Angleterre a évidemment ouvert le pays aux marchands du continent, ce qui a entraîné une crise industrielle et une baisse des salaires. Et le gouvernement a réagi face à ça en imposant des lois protectionnistes qu'on a appelées les Corn Laws, c'est-à-dire les lois du blé, qui permettaient de protéger le prix du blé et de protéger les intérêts des petits propriétaires terriens qui sont traditionnellement Tories. Évidemment, ça a entraîné une hausse des prix et a entraîné la critique des gens qui vivaient, je dirais, des entités urbaines. Et je dirais la politique à l'époque de l'Angleterre sera toujours balancée entre la séduction par rapport au libre-échange et une forme de libéralisme avec le progrès social associé au progrès industriel, ou au contraire une vision plus conservatrice fondée sur la propriété terrienne, l'aristocratie, le respect de la royauté et de l'Église. Et les gouvernements seront souvent tiraillés par ces deux options. À l'époque, il y a une critique du système électoral qui effectivement permet très peu d'alternance et qui exclut une partie très importante de la population dans le système électoral.
un des partis, qui est le parti Whig, est favorable à l'élargissement du scrutin électoral, donc soutient cette réforme. Et donc, Benjamin Disraeli va essayer de sauter dans le train de cette élection. Mais la question, c'est sous quelle étiquette, effectivement, sous quelle bannière électorale se présenter. Alors, ici, peut-être faire un rappel, un rapide rappel historique des deux partis qui sont en présence au moment où Disraeli rentre en politique. Il y a finalement, lors de la Révolution en 1688, qui a chassé la royauté, qui a chassé Jacques Ier Stuart, qui en a fait donc le fameux roi martyr dans la mythologie des Disraélis, eh bien, il a été chassé aussi par les grands seigneurs qui étaient jaloux du trône ou également par les puritains écossais. Et donc, qu'on a surnommé les Whigs du terme Whigamore, c'est-à-dire des groupes de paysans écossais révoltés. Et ce groupe, traditionnellement, est assimilé à un comportement rebelle vis-à-vis de l'autorité royale et sont considérés comme des ennemis du roi. Face à eux, il y a les partisans du roi, qui sont les Tories, qui sont... c'est une appellation irlandaise, en fait, qui veut dire les brigands, qui contiendrait aussi l'attitude de papistes méprisables comme les Irlandais, puisqu'il y a une majorité importante des Irlandais qui sont catholiques. Et donc on a d'un côté une tradition Whig qui a une tradition d'indépendance et d'opposition à la couronne, maintenant une attitude économique de libéralisme, face à la masse des seigneurs de village ou des propriétaires terriens, ou encore une fois des gentilshommes agriculteurs, qui sont restés fidèles à la fois à la couronne et à l'Église anglicane, et qui constituent la majorité du parti Tory. Alors évidemment, la Révolution française avait associé dans la tête des Anglais l'idée du libéralisme à la guillotine. Donc les gens sont frileux par rapport à toute libération politique qui viendrait évidemment chatouiller l'autorité du pouvoir royal. Néanmoins, en 1830, la popularité des Whigs a considérablement augmenté. Même quelqu'un comme le duc de Wellington, qui était considéré comme un héros le héros de la bataille de Waterloo, reçoit des pavés dans la vitre de sa maison parce qu'il y a effectivement une crise économique et un mécontentement populaire très important. Il y a une révolte paysanne, une révolte ouvrière en ville. Les évêques avaient voté contre ou avaient exprimé une attitude négative contre la réforme électorale et ont été sifflés dans la rue. Et à l'époque, le personnage important, c'est-à-dire le représentant du parti Whig, est Lord Russell, dont on reparlera par la suite. Donc, selon Disraeli, c'était évidemment en 1831, au moment de son positionnement, ce serait intéressant d'être Whig, mais comme je l'ai dit, les Disraélis sont partisans de l'autorité royale et sont farouchement opposés à une oligarchie aristocratique qui serait définie comme finalement révoltée ou décadente. En même temps, une constante politique chez Disraeli, ce sera sa détestation du libéralisme, du pouvoir économique, de l'idée d'utilitarisme, c'est-à-dire de l'industrie triomphante, qui est évidemment une doctrine anti-romantique. Les Whigs, évidemment, sont des gens qui ont confiance dans le progrès matériel, qui considèrent que les lois économiques ne répondent pas aux lois des rapports moraux, mais au contraire sont des lois mathématiques ou des lois physiques et répondent simplement, le système économique répondant à la loi de l'offre et de la demande, et dont la ville de Manchester, à l'époque, est évidemment la ville fétiche de par son
développement économique et industriel prodigieux. Alors, est-ce qu'il faut au contraire se présenter sous la bannière des Tories, qui ont des opinions plus surannées, qui sont plus frileux par rapport à toute réforme, ou est-ce qu'il faut se présenter comme député radical? Ça, c'est une option. Alors, pour se faire connaître, à l'époque, Disraeli rencontre le milieu politique, le monde politique, à travers les salons londoniens, puisque c'est la vie mondaine qui vous introduit auprès des cercles du pouvoir, et donc il fréquentera le Tories, le duc de Wellington, le Premier ministre à l'époque, le Sir Robert Peel, ou au contraire du côté des Whigs, le Lord Melbourne, Lord Russell, et ce qui fait que sa vie mondaine démarre. Il rencontra toute l'aristocratie londonienne, c'est-à-dire les femmes qui organisent les dîners en ville, comme Caroline Norton, le comte d'Orsay. Et lors d'un de ces dîners, il rencontre une femme qui s'appelle Madame Wyndham Lewis, qui est la femme d'un député. Et lors de cette soirée, il est encore une fois vêtu de velours noir, il a un pantalon bordé d'or, un gilet écarlate, des chaînes au cou, et il a des bagues au-dessus de ses gants. Et la maîtresse de maison lui dit: mais est-ce que vous ne voudriez pas accompagner Madame Wyndham Lewis à table? Et il dit: oh, je veux bien puisque vous me le demandez, mais je la trouve insupportable. Et voilà, je signale ça à ce moment-ci du récit. Mais il y fréquente un monde brillant, spirituel, qui accueille son humour, son esprit caustique. Et donc, il rencontre pour la première fois Robert Peel, qui est le chef du parti Tory, qui est un fils de manufacturier, qui est une des plus grandes fortunes d'Angleterre et qui a suivi son parcours à Oxford et qui est un secrétaire d'État, qui est devenu secrétaire d'État à l'âge de 23 ans et qui est évidemment un parcours avec lequel Disraeli ne peut aucunement à l'époque rivaliser. Alors, il décide de se présenter comme radical indépendant dans la localité de Wycombe. Il pencherait plutôt pour les Tories, c'est-à-dire pour les seigneurs paysans, les gentilshommes fermés. Il considère que l'aristocratie doit jouer un rôle auprès des classes plus modestes. Il y a une espèce d'idéalisation d'une structure féodale, mais il sera très vite démasqué comme étant un Tory déguisé. Alors il prononce des discours enflammés sur l'amélioration du sort des pauvres, et évidemment il est battu puisqu'il n'a pas choisi je dirais, la tonalité adéquate. Alors, il se représente en tant que Tory. Alors, ce sera aussi une caractéristique de cette période, c'est qu'on va reprocher à Disraeli son inconsistance, qu'on va interpréter comme de la manipulation ou de l'opportunisme politique, et qui, compte tenu de ses origines, vont venir alimenter effectivement une animosité ou une méfiance dont il se débarrassera finalement assez tardivement dans sa carrière politique. Alors, il est battu. Hein, il dira voilà, je suis Tory pour sauver ce qu'il y a de bon dans notre Constitution et je suis radical pour supprimer ce qu'il y a de mauvais. Mais ça, c'est évidemment la spiritualité d'un jeune homme qui commence sa carrière, et devant son échec, il dira: je ne suis grand que dans l'action. Si jamais je suis placé dans une position vraiment haute, je prouverai cela. Enfin, c'est un homme qui a, dans certaines de ses réflexions, qui a quand même le pressentiment d'un destin hors du commun, et effectivement son parcours prouvera qu'il a bien fait de suivre son intuition. Alors, comme chez Disraeli, la vie politique et la vie amoureuse sont toujours intertriquées, et la vie littéraire, parce qu'avant d'être un homme politique, Disraeli est en fait un écrivain. Par ce livre dont j'ai parlé, Vivian Grey, qui était une forme d'autobiographie, mais dans un autre ouvrage intitulé
Henrietta Temple, en fait, il va parler de son histoire d'amour qu'il a avec une femme de l'aristocratie qui elle-même est une femme mariée, dont le mari a eu une relation avec une autre femme mariée, dont Disraeli avait également été l'amant. Enfin voilà, ce que je disais tout à l'heure des chassés-croisés amoureux dans une société brillante dans laquelle on peut tout faire tant qu'on maintient les apparences. Alors ça amènera des coups d'éclat, des menaces de divorce ou bien des menaces de divulguer dans la presse les infidélités conjugales. Mais il n'empêche que Disraeli est extrêmement amoureux de cette femme et que après quelques années, il découvrira qu'en fait, elle a d'autres galants que lui, ben, il en fera un roman et qui aura d'ailleurs un certain succès. À nouveau, lors d'un dîner, il rencontre à l'époque le Premier ministre, qui est Lord Melbourne, et le Premier ministre lui demande « Mais qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, jeune homme ?» Et Disraeli répond « En fait, je voudrais devenir Premier ministre. » Et Melbourne le regarde en disant « Mais vous n'y pensez pas, je veux dire, tout est déjà, ce ne sera pas possible de votre vivant, tout est déjà réglé. » Et à l'époque, Disraeli note quelque part une réflexion en disant finalement qu'est-ce que c'est la vie la plus désirable, et il note c'est un cortège splendide et continu de l'adolescence au tombeau. En 1833, la réforme électorale et les élections ont donné la victoire du parti Whig, représenté par Lord Russell et Lord Stanley. Du côté Tory, on a le célèbre Robert Peel, mais dont Disraeli trouvera qu'en fait, il semble plus rechercher l'approbation de ses adversaires que de ses partisans. Et Disraeli va jouer finalement sur à la fois les contradictions internes du Premier ministre et sur le fait que dans ces deux partis, vous avez nécessairement des gens à la frange de ces partis qui peuvent s'entendre, qui ne sont pas très, très éloignés finalement, qui ont des attitudes communes par rapport à certaines problématiques politiques. Alors, il rencontre Lord Lyndhurst qui va prendre Disraeli sous son aile et qui va l'accompagner dans les dédales de la vie politique ou de la vie parlementaire à Londres. Il rencontrera à la même époque un personnage qui sera grand adversaire politique de Disraeli pendant toute sa carrière, qui est William Gladstone, qui est un homme qui est animé d'un sentiment religieux très rigide, qui est, je dirais, tout le contraire de Disraeli, autant Disraeli peut-être fantasque et très mauvais gestionnaire, autant Gladstone dénoncera les inconséquences de Disraeli, mais ce seront durant, je dirais, 40 ans de vie politique, ce seront des adversaires acharnés. À l'époque, un autre débat politique qui fera beaucoup de bruit, ce sont les altercations que Disraeli aura avec un député irlandais. Ce député irlandais est Daniel O'Connell, et sur base de fausses informations, Connell était persuadé que Disraeli avait manipulé certaines données à l'encontre de Connell. Donc, Connell fera un discours à la Chambre où il disqualifie très, très virulemment Disraeli en le traitant de reptile, en le présentant à la limite comme un individu maléfique, en faisant allusion à ses origines juives. Et à l'occasion de cet échange parlementaire, Disraeli lui renverra cette réplique qui est restée célèbre de Disraeli. Il lui répond à propos de ses origines juives. Il répond ceci: « Oui, je suis juif, et quand les ancêtres de mon très honorable adversaire étaient des brutes sauvages dans une île inconnue, les miens étaient prêtres au temple de Salomon. » Voilà, ça, c'est une réflexion
Ça décrit à la fois la virtuosité rhétorique d'Israëli, mais ça décrit la fierté sous-jacente de ses origines grandioses. En même temps, le parti Tori qui considère que Disraeli est un original et une espèce de troublion, les gens sont quand même très étonnés du courage que Disraeli a de répondre comme ça à un député irlandais dont on sait bien à l'époque, et finalement ça n'a pas tellement changé aujourd'hui, on sait bien à l'époque que dans les débats parlementaires, quel que soit le parti au pouvoir, la question irlandaise est toujours la question qui fait tomber le gouvernement. À savoir est-ce que les Irlandais rejoindront effectivement la majorité anglicane avec les conflits religieux où la grande majorité des catholiques irlandais n'a pas du tout envie de payer la dîme qui ira à l'église anglicane. Donc, face à cet adversaire qu'est le député irlandais, les autres parlementaires trouveront effectivement que Disraeli s'est distingué par une attitude digne face à l'adversité. Il publiera un ouvrage en 1935 qui est intitulé « La défense de la Constitution anglaise », qui est un ouvrage qui est décrit comme, qui a beaucoup de succès, qui est décrit comme un ensemble, un ouvrage qui atteint une perfection dans la forme et de maturité de pensée, parce qu'à l'époque, en 1835, Disraeli n'a que 31 ans, où il y défend les institutions anglaises. Il insiste sur la représentativité des puissances réelles de la nation, à savoir les forces laborieuses et les gens qui participent réellement à la création de richesses du pays. Il considère que les piliers essentiels, ce sont l'Église, la loi et les propriétaires héréditaires. Il envisage néanmoins un élargissement de la Chambre des communes, mais prône une défense du passé, de ses valeurs, souhaiterait supprimer les préjugés et instaurer une politique généreuse envers le peuple. Cet ouvrage a un succès retentissant. À la même époque, le roi décède et on voit monter sur le trône la toute jeune reine Victoria, ce qui entraîne évidemment la dissolution du Parlement et les élections générales. Disraeli va se présenter avec un autre député, qui est le mari de Madame Wyndham Lewis, et ils vont se présenter dans la localité de Maidstone. Alors, cette Madame Wyndham Lewis, comme souvent chez Disraeli, c'est une femme plus âgée que lui, qui a une certaine maturité, mais qui a surtout une certaine sûreté de jugement et qui a bien vu que Disraeli était un être intelligent et elle va soutenir la candidature auprès de son mari et Disraeli va être élu. Donc, en tant que député Tory. Et lors de sa victoire électorale, un des aristocrates qu'il fréquente, le comte d'Orsay, lui dit, voilà, maintenant que vous êtes élu, surtout plus d'amour, plus d'intrigue, et si vous rencontrez une veuve, mariez-vous. Alors, lors de sa première rentrée parlementaire, à la Chambre des communes, Disraeli est effectivement face au chef des Whigs, c'est-à-dire Lord Russell, au fameux Lord Palmerston, qui est à l'époque le ministre des Affaires étrangères. Par ailleurs, on y reviendra par la suite, Disraeli n'a pas vraisemblablement ou n'a pas exactement gardé de doctrine politique en matière de politique étrangère, contrairement à Palmerston. Je ne sais plus où, dans quelle université ou dans quel institut, il y a un institut qui est... Après, sur le plan politique, après ces critiques effectivement du Premier ministre, le clan du Premier ministre va détester Disraeli. La reine, d'ailleurs, va lui reprocher son attitude à l'égard de Robert Peel et il va apparaître à ce moment-là comme une sorte de magicien
néfaste. Il publie à l'époque un nouveau roman intitulé Tancrède, dans lequel il explique sa théorie du judaïsme et de l'Église. Il considère que le christianisme n'est que l'aboutissement du judaïsme et son déploiement achevé. Et c'est un ouvrage dans lequel il souligne bien évidemment les racines juives du christianisme. À l'époque, il prendra la défense de Lionel de Rothschild, qui, en tant que député, est obligé de prêter serment sur une Bible, ce à quoi, en tant qu'Israélite, Lionel de Rothschild se refuse. Et Disraeli prononcera un discours effectivement très courageux, sur lequel il interrogera le membre du Parlement en leur disant que s'ils sont de vrais chrétiens, ils doivent reconnaître effectivement la dette qu'ils ont à l'égard du patrimoine juif et ils doivent autoriser en tant que chrétien quelqu'un comme Rothschild à ne pas prêter serment sur la Bible, mais au contraire de respecter sa religion pour ce qu'elle leur a légué au reste de l'humanité. Le décès de Lord Bentinck laisse libre la place du leader aux communes et malgré la résistance d'autres parlementaires, Disraeli va enfin occuper cette place, qui est une position prestigieuse. Et comme je le disais, il va acquérir un patrimoine, ce fameux manoir, et ce qu'il appellera The Great Game, c'est-à-dire le grand jeu. Mais alors le grand jeu, à l'époque, ça désigne aussi tous les échanges diplomatiques et la stratégie géopolitique entre l'Occident et l'Orient. Mais pour Disraeli, le grand jeu, c'est surtout l'accession au pouvoir et l'accession dans une société qui, au départ, lui aurait fermé les portes. Alors, il va faire partie de ce qu'on va appeler le premier gouvernement Stanley, dirigé par Lord Stanley. Il va occuper dans ce gouvernement ce qu'on appelle la position du chancelier de l'échiquier, qui à l'époque en Angleterre est l'équivalent du ministre des Finances, en tout cas du budget royal. Et connaissant évidemment la mauvaise gestion financière de Disraeli, c'est un choix qui est jugé ridicule. C'est un cabinet qu'on appellera, puisque c'est un cabinet à l'époque qui est à la fois minoritaire, puisque il aura créé une scission au sein du Parti conservateur. C'est un cabinet qu'on appellera, dont on ne connaît pas les membres de ce cabinet ont des noms qui ne sont pas connus du public. Donc, lorsque un des parlementaires expliquera au vieux duc de Wellington qui est sourd quels sont les membres de ce cabinet que personne ne connaît, Wellington demandera toujours who. Chaque fois qu'on lui propose un nom, Wellington dit who, à la fois parce qu'il n'entend pas bien, mais parce qu'en fait, il ne connaît aucun des membres du gouvernement, et donc ce gouvernement sera appelé le gouvernement who, et qui aura une durée de vie très, très limitée, parce que l'adversaire de Disraeli, Gladstone, va bien évidemment critiquer le budget, considérant que c'est un budget tout à fait flou et irréaliste. Mais en fait, Disraeli va payer ses attaques à Robert Peel, c'est-à-dire à l'ancien leader du parti Tory. Et donc, son ministère sera renversé au profit d'un ministère libéral qui est formé par son rival Gladstone, plus des anciens supporters du Premier ministre, Robert Peel, et qu'on appellera au contraire le cabinet de tous les talents. Le parti Tory reste dans l'opposition, et un des membres prestigieux, donc Lord Stanley, qui en fait est un comte de Derby et qui donc s'intéresse beaucoup
beaucoup aux chevaux, va néanmoins entretenir un lien d'amitié avec d'Israélis, et alors ils seront critiqués dans la presse, ou en tout cas ils seront affublés d'une expression où on parlera désormais, quand on parlera désormais du comte de Derby et d'Israéli, on parlera du juif et du jockey. Voilà, à ce moment-là, la presse britannique n'a pas manqué, ce qui est encore vrai aujourd'hui, n'a pas manqué d'être satirique à certains moments à l'égard de ces dirigeants politiques. En 1859, il survient de nouveaux sursauts par rapport à la réforme. Les projets de loi... il y a des projets de loi qui proposent de l'élargir selon le montant du loyer payé par un électeur. Et cette proposition entraîne le renversement du ministère libéral, et le changement de gouvernement est à nouveau assuré par le couple Derby d'Israéli. Alors, la proposition de Disraeli sera d'accorder le vote domestique, c'est-à-dire d'accorder un vote par maison. La proposition est acceptée par le clan des libéraux, par le parti des libéraux, et très curieusement, Disraeli va faire voter une loi que les libéraux avaient essayé de faire passer sans succès des années auparavant, et William Gladstone, donc le rival politique de Disraeli, sera fasciné par l'habileté diabolique, de ce qu'il considère comme l'habileté diabolique de Disraeli, c'est-à-dire qu'un parti conservateur parvient à faire voter une loi extrêmement généreuse et libérale, en tout cas en élargissant les conditions d'un suffrage électoral, alors que le Parti libéral qui prônait cette théorie n'est jamais parvenu à la faire passer. C'est encore une fois l'occasion pour la presse de stigmatiser Disraeli en le présentant comme un sphinx, comme quelqu'un effectivement doué de rapports, de pouvoir mystérieux, avec effectivement un visage oriental, avec finalement des caractéristiques qui en font toujours quelqu'un d'étranger, qui n'appartient pas véritablement au terroir. Il dira finalement être Whig ou être Tory ou radical, peu m'importe, c'est la puissance de l'Angleterre qui me fascine. L'Angleterre est finalement l'Israël de son imagination. Il sera le premier ministre impérial avant sa mort. Son compagnon de cheminement électoral démissionne, le comte Derby démissionne à cause de sa santé, et Disraeli est reçu par la reine en tant que Premier ministre. Derby a suggéré à la reine d'accepter la nomination de Disraeli comme Premier ministre. La reine a au début été méfiante à l'égard de cet homme pour les raisons déjà évoquées, c'est-à-dire pour son extravagance et pour la férocité des propos qu'il avait tenus face au Premier ministre soutenu par la reine, Robert Peel. Et elle doit reconnaître effectivement l'habileté politique avec laquelle il a fait passer une loi qui, au contraire, est favorable à l'amélioration du sort de la population, en tout cas sur le plan électoral. Et lorsque l'Israéli est reçu par la reine lui dit You must kiss hand, c'est-à-dire la reine l'autorise à lui faire le baise-main. Alors, un mot des relations avec la reine. La reine Victoria a perdu son mari, le prince Albert, si pas qu'elle idolâtrait, mais qu'elle aimait beaucoup. Et cette femme est veuve à l'âge de 42 ans. Et Disraeli va sentir, parce que sa nature fantasque quand même l'a douée d'une sensibilité peu commune, Disraeli va sentir la solitude chez cette femme et va entretenir avec la reine une correspondance qui est à la fois une correspondance empreinte de respect à l'égard d'un représentant royal, d'une autorité royale, mais qui est à la fois une correspondance
si pas amoureuse, en tout cas très, très délicate, très littéraire. Disraeli dira de ses relations avec la reine, il dira « Je ne refuse jamais, je ne contredis jamais, j'oublie quelquefois ». Il a signalé à un moment donné dans une conversation à la reine qu'il aimait les fleurs du mois de mai, et la reine gardera l'habitude de lui envoyer des primes verts parce qu'elle sait que ce sont les fleurs de prédilection de son Premier ministre. Un peu plus tard, Gladstone va revenir à la charge avec la question religieuse en Irlande, c'est-à-dire cette majorité catholique qui refuse de vivre sous le joug de l'Église anglicane. Et très curieusement, Disraeli ne touchera jamais à l'institution religieuse. D'abord parce qu'elle est garantie constitutionnellement, et puis parce qu'il considère que l'Église anglicane est un des piliers de l'Angleterre, même si fondamentalement il est opposé à la discrimination d'une minorité religieuse. Et finalement, ces atermoiements par rapport au conflit entre l'Église protestante et la minorité catholique ne parviendront pas à pacifier l'Irlande, et le gouvernement chutera là-dessus. La femme de Disraeli est victime d'un cancer de l'estomac. Elle mettra plusieurs mois à décliner. Elle décédera finalement en 1872. Disraeli est inconsolable, il vit désormais dans une solitude, il quitte l'hôtel qu'il avait avec sa femme du Grosvenor Gate pour venir, il vit toujours à Londres, mais à l'hôtel. Et effectivement, le fait qu'il soit désormais veuf va accentuer la proximité qu'il a avec la reine, parce qu'ils seront tous les deux ils partagent tous les deux une solitude dont ils connaissent très bien les contours. De 1874 à 1880, il sera pour la deuxième fois Premier ministre. C'est la consécration de son pouvoir. Il était à la fois Premier ministre et chef du parti. Il dira cependant « c'est venu trop tard ». Lorsqu'il décrit sa solitude, il dira « les affections seules donnent le bonheur. Je suis seul et n'ai rien pour me soutenir qu'un peu de sympathie griffonnée sur le papier, et cela même avec parcimonie ». Il ajoute « c'est une terrible existence, presque intolérable ». Donc, comme je disais, cette proximité du veuvage accentue son intimité avec la reine, et contrairement au protocole, la reine autorise Disraeli à s'asseoir lors des entretiens qu'elle a avec lui, contrairement aux autres premiers ministres. En 1879, Disraeli fera voter des réformes sociales, c'est-à-dire la Factory Act, qui limite le travail, à la fois le temps de travail, qui interdit le travail des enfants, et qui fera dire que le Parti conservateur a plus fait pour les ouvriers en 5 ans que les libéraux en 50. Le second gouvernement d'Israël au cours duquel il est Premier ministre sera marqué par des événements de politique étrangère qui seront d'abord la question du canal de Suez, c'est-à-dire que Disraeli est très conscient de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire du lent effondrement de l'Empire ottoman, et surtout du danger que la Russie ne prenne plus de pouvoir et ne vienne fragiliser l'accession de l'Angleterre aux Indes. C'est-à-dire la priorité d'Israël sera de privilégier, je ne vais pas dire à n'importe quel prix, mais la priorité absolue sera la préservation de la route des Indes. Pour ce faire, il apprend à un moment donné que le khedive d'Égypte, qui est à court d'argent et qui possède des actions dans la société de Suède, veut revendre ses actions parce qu'il a besoin d'argent. Il y en a pour un montant de 4 millions de livres sterling. Comme le gouvernement n'est pas en exercice au moment où la demande d'argent est formulée, et que le gouvernement dès lors ne peut pas voter ce budget, Disraeli s'adressera à Yolande de Rothschild et lui demandera de procurer les fonds pour l'achat
pour l'achat de ses actions. Et lorsque Rothschild demandera à l'envoyé de Disraeli quelle est en fait la garantie qu'il a par rapport à son prêt, l'envoyé dira la garantie, c'est le gouvernement britannique. Et donc Disraeli pourra amener triomphal auprès de la reine les actions qui font que l'Angleterre a une partie prenante sur le canal de Suez, qui lui assure la pérennité de son trafic maritime et surtout une accession directe aux Indes sans craindre d'obstacles sur la fluidité de ces échanges commerciaux. Observant aussi parmi les territoires appartenant à la couronne britannique, la guerre de sécession aux États-Unis, les conflits en Europe, c'est-à-dire les conflits au Portugal, le Risorgimento en Italie, et effectivement les mouvements politiques qui secouent à la fois l'Empire ottoman et l'Empire austro-hongrois. Disraeli souhaite, ou permettra en tout cas, parce que c'est au départ un souhait de la reine, s'arrangera pour que la reine Victoria soit proclamée impératrice des Indes. Bon, il est un peu hésitant parce qu'il pense qu'on lui attribuerait l'idée et qu'on pourrait penser que c'est encore une fois un peu clinquant, un peu trop oriental. La loi est quelque peu mal reçue, la reine reste une reine, tandis que le titre d'impératrice est plutôt associé à des conquêtes, à des persécutions. Alors, la presse se montrera comme d'habitude virulente et sarcastique et appellera Disraeli Dizzy Ben Dizzy ou l'orphelin des débauches pour souligner son caractère oriental et son avidité territoriale par rapport à la reine. Un chargé d'affaires de France dira à l'époque « On est empereur ou roi », c'est-à-dire de naissance, on est empereur ou roi, mais il est bien dangereux de le devenir. Et vraisemblablement, il fait allusion à Napoléon Ier, qui effectivement a payé chèrement son sacre à Reims au début du 19e. La reine est peinée de l'opposition par rapport à la loi et des attaques formulées à l'égard de son Premier ministre. Et néanmoins, lors du dîner donné par la reine, Disraeli se lève, ce qui est absolument contraire à l'étiquette et au protocole, et fait un discours où il intronise la reine dans son rôle d'impératrice. Comment dirais-je, il institue la fonction d'impératrice pour la reine Victoria, et la reine le salue. La santé déclinante d'Israëli fait qu'il souhaiterait petit à petit se retirer de la vie politique. Le fait d'être chef de parti à la Chambre des communes est désormais une activité lourde pour lui. Disraeli est asthmatique et il aimerait plutôt siéger à la Chambre des Lords, ce qui serait moins fatigant pour lui. La reine l'a nommé, lui a donné un titre de noblesse. Il est désormais le comte de Beaconsfield, et lorsqu'il annoncera à la Chambre des communes qu'il se retire, sa décision suscitera de l'étonnement et de l'émotion. Et lors de sa première session à la Chambre des Lords, on lui demandera comment il a supporté ce changement, et il dira « Je suis mort, mais dans les Champs-Élysées ». Je dirais la dernière action d'éclat de Disraeli dans sa carrière, c'est dans les années 1875, c'est ce qu'on appellera le retour de la question d'Orient, c'est-à-dire que de nouveau dans les régions éloignées, en tout cas pour l'Angleterre, c'est-à-dire dans les régions des Balkans, survient à cette époque une révolte en Bosnie-Herzégovine contre les Turcs,
suivi d'une révolte en Bulgarie. La Russie, l'Allemagne et l'Autriche avaient demandé à l'Angleterre de signer un mémorandum contre la Turquie, ce à quoi Disraeli se refuse parce qu'il veut absolument soutenir la Turquie pour tenir la Russie le plus loin possible de la Méditerranée. Et il veut, c'est toujours sa priorité qui est de sauvegarder la route des Indes. À l'époque, le Daily News publie les atrocités commises par les Turcs sur les populations locales. Alors là, Disraeli commettra une erreur politique, ou en tout cas une erreur d'appréciation, parce qu'il commencera par dire que les informations publiées ne sont pas exactes. Et puis, il doit bien se rendre à l'évidence. Il ne peut pas écarter d'un revers de la main des massacres de la population. L'opinion publique s'enflamme et reproche au Premier ministre d'avoir si peu de sens de la réalité face aux événements. Son adversaire Gladstone publie un pamphlet politique contre la politique de Disraeli de soutien de la Turquie. Et Disraeli va néanmoins résister à la pression de l'opinion publique. La Russie va rentrer en guerre avec la Turquie par solidarité slave pour venir en aide aux populations bulgares et en Bosnie. En fait, l'ambition russe est d'établir un État slave, c'est-à-dire une grande Bulgarie, et de se rapprocher de la Méditerranée. Et donc, ce conflit va entraîner une conférence internationale pour ne pas déboucher sur un conflit. C'est Bismarck, le chancelier Bismarck, qui va jouer les intermédiaires. Disraeli avait rencontré Bismarck quelques années auparavant et avait dit ça, c'est un homme qui sait où il va et dont il faudrait presque se méfier, mais Disraeli avait senti effectivement l'ambition politique du chancelier allemand. Et lors du congrès de Berlin, donc un congrès international pour éviter une déflagration mondiale est organisé, Disraeli jouera la carte de l'offensive jusqu'au bout, c'est-à-dire il exercera la pression d'un conflit militaire avec la Russie pour obliger la Russie à rétrograder, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de création de grandes librairies, de grandes Bulgaries. L'Arménie restera russe. Dans ces négociations, l'Angleterre acquiert Chypre, c'est-à-dire une position de contrôle sur la Méditerranée et qui assure une position défensive en cas d'attaque russe à partir de l'Arménie. Et revenant avec ces conditions de paix, Disraeli opère un retour triomphal à Londres, dont il dira nous vous avons apporté la paix avec l'honneur. Il reçoit de la part de la reine l'ordre de la jarretière. Il sait bien qu'il n'organise pas tout de suite des élections parce qu'il sait bien qu'il va perdre le pouvoir à la faveur d'autres événements politiques qui secouent le territoire africain, des événements en Afrique du Sud où il surviendra un soulèvement de Zoulous contre l'armée britannique qui est sur place. Les représentants britanniques se feront massacrer, ce qui entraînera l'envoi de nouvelles troupes britanniques en Afrique du Sud avec l'extermination de la population zoulou. Et ça, ce sera inacceptable. Ajouté au mécontentement politique et économique, je te dirais, ces bavures politiques, en tout cas en politique étrangère, vont entraîner la chute de son gouvernement. Et Disraeli sait bien que sa carrière politique s'achève, il ne va pas reformer une formation gouvernementale. Et la reine déclarera « La vie ne sera plus pour moi qu'ennui et épreuve. Je considère ceci comme un malheur public. »
alors, l'Israéli continuera son existence solitaire tout en ayant des échanges épistolaires avec certaines vieilles dames. Il reste un aristocrate dans l'âme. Il dira quand je veux lire un roman, j'en écris un. Et en même temps, il continue à s'interroger sur quelle est la meilleure constitution, en réalité pour qui et à quel moment. Les derniers mois de sa vie sont marqués par une accentuation de problèmes de santé. Il souffre de bronchite asthmatiforme, de gouttes. Sa santé est déclinante. Lors du lundi de Pâques 1881, il tombe dans le coma. Ses dernières paroles seront « J'aurais préféré vivre, mais je n'ai pas peur de mourir ». Il décède dans sa maison de Mayfair, à Curzon Street, à Londres. Le protocole interdit à la reine d'assister à l'enterrement de son Premier ministre. Alors, elle fera envoyer des primaires sur sa tombe et elle se rendra un peu plus tard sur sa tombe au manoir de Hughenden. Et je voulais terminer par ce que l'historien Isaiah Berlin dit finalement de l'identité juive d'Israéli, de la construction de cette identité et de la manière dont cette identité aurait structuré ses projets. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais dans cet article, Isaiah Berlin associe Marx et d'Israéli. Je lis quelques lignes. Je traite non d'un thème universel, mais d'une question personnelle, la question sociale difficile où se sont trouvés ces hommes, tous deux exceptionnels par l'intelligence, l'imagination, l'ambition et l'énergie, tous deux issus de familles semblables et ses effets sur eux. Quand bien même l'événement prouverait que l'un ou l'autre eut parfaitement raison, j'avancerai encore la thèse, prudemment et à titre d'essai, parce que je ne suis point psychologue, que l'une des sources de la vision de Disraeli comme de Marx, ce qui fit que l'un se conçut comme le dirigeant naturel d'une élite aristocratique, l'autre comme le maître à penser et le stratège du prolétariat mondial, fut le besoin tout personnel de trouver sa vraie place, d'affermir l'identité de sa personne et de bien décider, dans un monde où cette question se posait avec plus d'urgence qu'elle ne l'avait jamais fait jusqu'alors, à quelle part de l'humanité, à quelle nation, à quel parti et à quelle classe il appartenait vraiment. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Isabelle. C'était extrêmement intéressant et j'en retiendrai vraiment beaucoup. J'ai pris des notes. Merci à tout le monde, à toutes les personnes présentes. Merci beaucoup Isabelle. Merci. Vraiment, voilà. Et encore, je suis extrêmement désolée intéressant. pour l'obsolescence de mon ordinateur. Ce n'est pas votre faute, vraiment. Vous n'y pouvez rien. Merci d'avoir rattrapé. Voilà. D'avoir rattrapé la conférence. Voilà. Un grand, grand merci à tous d'être présents. Pour toi, Isabelle. Est-ce que je peux demander quelque chose? Oui, bien sûr. Question. Non, mais ce n'est pas vous, c'est à monsieur Luc Reisman. Hein? Est-ce que son papa, ce n'était pas Maurice Reisman? Non. Ah. C'est ça. Non, ok. Parce que, bon, c'était, enfin, au mouvement de jeunesse, on était ensemble et j'ai logé chez eux, j'habitais Charleroi et j'ai logé chez eux à Bruxelles à l'époque. Alors, je me disais, vu le truc, peut-être que c'était, voilà. Mais c'est ça, je m'excuse. C'était pas Maurice. Voilà. Mon père, c'était Gabriel et mon oncle François. Voilà. D'accord, d'accord. Ok, merci beaucoup, excusez-moi. Parce que plusieurs fois, quand j'ai lu